Mesdames et messieurs, merci d'assister à la session de la nouvelle équipe de la JCR qui cette année a décidé de se pencher sur la place de l'interne en chirurgie du rachis et la transmission du savoir. Donc tout d'abord, pour rentrer dans le vif du sujet, on s'est penché sur la formation en général auquel s'applique la formation en chirurgie rachidienne, et on peut l'assimiler à la pyramide de Maslow qui date des années 40, qui, comme toute pyramide, doit avoir une fondation solide et des étages structurés solides aussi. Ainsi, un interne, pour se former, doit avoir des besoins physiologiques que sont la soif, la faim, la respiration. Ensuite, vient les besoins psychologiques avec un besoin de sécurité, avec un environnement stable. Ensuite, les besoins sociaux d'appartenance à un groupe, un service, une société. Ainsi, l'interne pourra développer une certaine estime de soi, une reconnaissance, se sentir utile, avoir de la valeur. Et en dernier lieu, il y aura le besoin d'accomplissement, faire preuve de créativité et aider les autres. Bien que cette pyramide soit remise en question, parfois, on trouvait qu'elle ressemblait bien à ce que l'on peut vivre durant notre internat. Sachant que nous serons toujours rattrapés par le principe de Peters et finirons toujours à notre niveau d'incompétence maximale. Personnellement, j'ai eu l'impression de le vivre à chaque nouveau semestre. La base de ce travail, c'est une enquête nationale réalisée par un questionnaire en ligne qui a été diffusé par le biais de la mailing list de l'AJCR et de la SFCR que nous remercions pour son aide. Nous avions 158 répondants répartis en deux bras, un bras junior représenté par les internes et les chefs de clinique et un bras senior. Nous avions 60% d'orthopédistes et 40% de neurochirurgiens, ce qui correspond aux proportions de la société savante, avec 56% de seniors et 28% d'internes. Au niveau de la population, nous avions 22% de femmes contre 12%. On peut se féliciter de cette progression entre le groupe senior et junior. Au niveau géographique, la plupart des villes de France étaient représentées, avec une majorité pour le bassin parisien. Certaines villes de France étaient un peu sous-évaluées a priori. Au niveau de l'âge, dans le groupe senior, on avait 50% des répondants qui avaient entre 35 et 45 ans et 20% plus de 60 ans. La médiane et la moyenne au niveau des internes étaient situées au niveau du 6e semestre. Dans le groupe senior, il y avait 51% de chirurgiens libéraux et 20% d'universitaires. Enfin, avant de donner la parole à mes collègues pour une analyse plus détaillée, on voulait faire le constat sur l'enquête en 2020, l'ISNI a mis sur le podium des deux spécialités avec un temps de travail le plus important, la neurochirurgie et l'orthopédie. Ce constat a été retrouvé dans notre étude. Sachant que le nombre d'internes a augmenté ces dernières années dans chaque service, c'est étonnant que ce chiffre reste toujours plus élevé que dans les autres spécialités médicales. Probablement que le glissement de tâches suit la même courbe. Enfin, nous n'avons pas voulu aborder le repos de garde qui, bien qu'il est obligatoire depuis 20 ans, n'est toujours pas respecté, avec un chiffre de 13% dans les spécialités toutes confondues en médecine, et ce chiffre monte à 32% dans le groupe des internes en chirurgie. Bonjour à tous. Donc, nous allons analyser tout d'abord la formation de l'interne en chirurgie du rachis, donc, qui est, comme vous le savez, une spécialité aux confins de la neurochirurgie, axée sur le système nerveux, et la chirurgie orthopédique sur l'appareil locomoteur. Alors, le futur interne a le choix entre ces deux internats, mais sont-ils réellement différents ? On s'est posé la question justement. Alors, au niveau de la distribution des postes à l'internat, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, neurochirurgie offre peu de postes, 25 postes, mais a une faible offre, aussi une faible demande, avec une répartition très aléatoire, comme vous pouvez le voir. La chirurgie orthopédique a beaucoup plus de postes, aussi beaucoup plus de demandes, une répartition qui est donc plus homogène. La majeure partie sont entre 1500 et 3500, sachant que le rachis compte pour une partie mineure de cette activité, de cette spécialité. Alors, en ce qui concerne, si on s'intéresse au rang limite, c'est-à-dire au classement du dernier futur interne choisissant cette spécialité, on peut voir qu'au fur et à mesure des années, le rang limite a tendance à augmenter considérablement, que ce soit dans les deux spécialités, généralement au moins 1000 places par rapport à un numerus clausus, comme vous pouvez le voir sur la droite, qui augmente discrètement au fur et à mesure des années. Ensuite, en ce qui concerne le temps de travail, donc on vient de voir ici le temps de travail général, global des internes. Entre les internes neurochirurgie et d'orthopédie, on a une répartition plutôt similaire, comme vous pouvez le voir. En ce qui concerne le nombre de gardes, ça se ressemble également. Un tout petit peu plus de gardes côté neurochirurgie, mais globalement, ça se vaut.
Que nous dit la littérature sur les différences entre ces deux internats, surtout de la littérature nord-américaine, qui nous montre que les internes en neurochirurgie ont beaucoup plus de formation en chirurgie du rachis, participent à beaucoup plus d'interventions du rachis que les orthopédistes. Cette activité compte pour un tiers de leur formation, tandis qu'elle compte pour 6% de la formation des orthopédistes. Et puis cette différence tend à augmenter au fur et à mesure des années, avec de plus en plus de formation au rachis aux neurochirurgiens, de moins en moins chez les orthopédistes. Alors dans notre enquête, on a posé la question aux internes combien de services leur offrait une formation au rachis et combien de semestres ils effectuaient dans ces services. On voit qu'on a un accès relativement correct à ces services, avec une partie des internes qui ont au moins 3, voire plus de 5 services offrant une formation à la chirurgie du rachis, notamment chez les orthopédistes. Combien de semestres est-ce qu'ils effectuent en rachis? En moyenne, 4,2 en CHU pour les neurochirurgiens, 3,3 pour les orthopédistes. Hors CHU, donc en CH ou PSPH, 0,7 en moyenne pendant l'internat chez les neurochirurgiens et 1,3 chez les orthopédistes. Un petit peu plus en CHU du côté des neurochirurgiens, un petit peu plus hors CHU du côté des orthopédistes. En ce qui concerne la formation hors CHU, en dehors de leur CHU d'origine, donc interchu, fellowship, stage en clinique, on a 79% des internes en neurochirurgie qui souhaitent effectuer ce genre de stage, et puis un peu moins, 68%, mais quand même la majorité du côté des orthopédistes. Et plus particulièrement un stage en clinique, c'est-à-dire un stage de rachis en clinique, simplement, on a 94% quasiment des internes qui souhaiteraient avoir accès à une formation au rachis en clinique, mais seulement, comme vous voyez sur le graphique de gauche ici, 38,8% des internes qui y ont accès. Alors, on a vu qu'il y avait 2 internats, plus ou moins différents. On peut parler aussi de 2 formations. La formation, comme on vient de voir, en CHU versus la formation hors CHU. La formation dans le service versus la formation en dehors du service. La formation encadrée et la formation autonome. Et puis la formation théorique et pratique. Alors, plutôt que de parler de dualité, il faudrait plutôt parler de complémentarité. L'important est d'avoir l'ensemble de ces formations afin d'avoir une formation complète. Donc ça, c'était une enquête qui remonte il y a 5 ans chez les internes en neurochirurgie français qui évaluaient leur formation, leur encadrement théorique au CHU, enfin théorique et pratique. On voit qu'il y a une note plutôt moyenne de l'encadrement théorique, 2,4 sur 5, une plutôt bonne note pratique, 3,7 sur 5. Alors dans notre enquête, tout d'abord dans la formation théorique, quels sont les résultats, les conséquences, donc comment les internes évaluent leurs propres connaissances théoriques dans différents domaines. Vous voyez qu'en déformatif, en tumoral, en infectieux, il y a plutôt des lacunes, donc avec quasi 50% des internes qui considèrent leurs connaissances insuffisantes, voire une partie absente. Ici en tumoral également, 40%. Ici en infectieux également, une bonne partie, et puis une bonne partie aussi qui les considère suffisantes tout de même. Et là, vous voyez en revanche en dégénératif, en traumato, on a plutôt de bonnes connaissances, quasi 40%, voire 45% des internes qui les considèrent leurs connaissances bonnes dans le domaine. C'est plutôt une bonne nouvelle, comme vous savez que le dégénératif et la traumato font partie de la majeure partie de l'activité en rachis. Alors, donc on a vu les conséquences. Ensuite, les moyens de la formation théorique. Ça passe par notamment les lectures scientifiques et les staffs scientifiques. Malheureusement, on voit qu'il y a une majeure partie des internes qui lisent moins d'une fois par trimestre des lectures scientifiques ou qui ont accès à moins d'une fois par trimestre à des staffs scientifiques. Il y a une partie quand même qui ont accès de façon régulière, une fois par semaine. On a demandé aux internes quelles était à leurs yeux la part la plus importante de la formation théorique. Donc une bonne partie, la majeure partie, considérait la formation autonome comme la part la plus importante, une bonne partie aussi les cours de DES, sachant qu'ici, dans la formation autonome, dans les cours de DES, on intègre également les staffs scientifiques. En fait, c'est la formation encadrée dans le service par les pairs. Donc tout d'abord, la formation autonome, la part la plus importante. Malheureusement, on a 63% des internes qui n'ont pas accès à ces demi-journées de formation autonome réglementaire. Après, on a quand même une bonne partie, 12%, qui ont accès de façon régulière une fois par mois. La deuxième part, la plus importante, donc les cours de DES et staff scientifique. Alors les cours de DES, on a 42%, 43 quasi% qui n'y ont pas accès. On a une bonne partie qui y accède de temps en temps, une fois par an, une fois par trimestre, et 18% aussi qui ont accès régulièrement, une fois par mois. Assez hétérogène. Ensuite, on a les DU.
Donc on a un nombre moyen effectué par les internes sur l'ensemble de leur internat de 2,1, allant de 0 à 5, plutôt correct. Et on a ensuite les congrès et la formation par les industriels, avec un nombre moyen de congrès effectués par an, cette fois-ci de 1,2. Voilà, donc c'était pour la formation théorique. Ensuite, la formation pratique. Donc, est-ce qu'elle se fait surtout au bloc? Alors, ça, c'était une étude européenne sur les internes en neurochirurgie en Europe. Juste une petite parenthèse sur le temps de travail dont on venait de parler. Vous voyez qu'en France, on est un petit peu au-delà de la moyenne, puisqu'on a plutôt un temps qui est autour de 50-60 heures par semaine en Europe, dans cette étude. Et dans cette même étude, ils analysaient quelle était dans ce temps de travail la partie de travail administratif et la partie de travail au bloc opératoire. J'ai volontairement inversé la partie gauche du graphique pour que ce soit dans le même sens. Et vous voyez qu'en tâches administratives, on avait 25-50%, voire 50-75% le deuxième pic du temps de travail administratif. Et le travail au bloc, on avait plutôt moins de 25%, voire 25-50% du temps au bloc opératoire. Donc on a une partie plus importante, en tout cas de tâches administratives, d'après cette étude. Alors après, elle peut être aussi en dehors du bloc, la formation pratique. On a notamment les ateliers pratiques, les workshops. On a en moyenne, dans notre étude, les internes participent à 1,2, ateliers pratiques 1,8, formation financée par les industriels par an. 10,2% des internes ont accès à un laboratoire de simulation médicale, ce qui n'est pas étonnant, sachant qu'il s'agit d'une technologie quand même de pointe. En revanche, 53% ont accès à une école de chirurgie, ce qui n'est pas très élevé pour le coup pour une formation en chirurgicale, principalement au CHU. Alors, en conclusion, on peut se poser la question ou non d'un désintérêt progressif, relatif, de cette surspécialité. Alors, est-elle ou non corrélée au temps de travail? Elle est en tout cas homogène du côté des deux spécialités, en orthopédie et en neurochirurgie. Ces deux spécialités qui ont un bon accès à la chirurgie du rachis, même notamment en orthopédie. En revanche, il y a un besoin d'une formation en dehors du CHU, notamment pour les neurochirurgiens. On a vu que les internes accordaient une importance particulière à la formation autonome, via les demi-journées de formation autonome, et puis à la formation encadrée, via les cours de DES et les staffs scientifiques, qui sont en revanche rarement mises en place. Et puis on a vu qu'il y a des lacunes dans certains domaines, déformatifs, tumorales, infectieux, et puis de bonnes connaissances en revanche en dégénérative et traumatique. Et juste pour finir, si on regarde ce diagramme que je vous ai montré tout à l'heure, et qu'on analyse les axes sur lesquels on peut s'améliorer sur la formation hors CHU, sur la formation encadrée, via les demi-journées, via les cours de DES, les staffs, la formation autonome, via les demi-journées, et la formation théorique dans certains domaines. Alors, on a plus analysé et plus détaillé la formation théorique. Le corps de notre métier reste la formation pratique, le bloc opératoire, donc on va un peu plus le détailler maintenant. Je vais vous présenter avec Maxime la partie sur la place de l'interne au bloc opératoire. On l'a divisé en deux parties. Moi, je vais traiter la première partie sur la learning curve et Maxime vous traitera la partie sur l'apport des nouvelles technologies, notamment du mini-invasif et de la navigation sur la formation des internes et des chefs de clinique. Alors la learning curve, c'est quelque chose qui est peu ou pas évalué, ou qui est évalué de manière assez hétérogène, qui est difficile à évaluer de manière objective, mais avec l'arrivée des nouvelles technologies, de la chirurgie mini-invasive, il y a de plus en plus d'études qui sont réalisées sur ce sujet. Et je me suis aussi basé là-dessus pour la littérature qui justifie ce qu'on a fait. Alors, on a évalué dans notre étude 3 parties importantes de l'activité du chirurgien dans sa pratique courante. Son activité au bloc opératoire, en consultation, et pour poser les indications chirurgicales. J'ai voulu comparer ces 3 éléments. Ce qui ressort dans notre étude, c'est qu'il y a 1/3 des internes et des chefs de clinique qui s'estiment autonomes au bloc opératoire seulement, avec à noter quand même une différence entre chefs de clinique et internes, avec 65% des chefs de clinique qui s'estiment autonomes, alors qu'on s'estime beaucoup plus autonome en consultation. 75% d'entre nous s'estiment autonomes en consultation, et aussi plus autonomes pour poser les indications. Pour 65% d'entre nous, on s'estime autonome pour poser les indications, même si je pense que ça reste quelque chose qui est assez difficile, notamment avec toutes les possibilités qu'on a en chirurgie du rachis et les controverses selon les formations.
Ensuite, on a demandé aux seniors si, avec l'expérience, ils avaient tendance à laisser de plus en plus la main aux internes ou à confier des malades à leur chef de clinique. Alors, ce qui ressort globalement, c'est plutôt un oui, avec 47% des chirurgiens seniors qui laissent de plus en plus la main avec l'expérience, mais quand même un tiers des seniors qui ne laissent pas plus la main, et seulement 7% qui vont laisser plus la main à des internes investis. Alors, ce qu'on retrouve dans la littérature avec une étude qui est parue dans The Spine en 2019 et qui a évalué la place des internes au bloc opératoire pour des chirurgies du rachis lombaire et cervical programmées, c'est qu'il n'y a pas plus de complications chirurgicales ou médicales dans les 30 jours avec la présence d'un interne au bloc. Il n'y a pas d'augmentation de la durée de séjour dans l'étude. En revanche, il y a une augmentation de la durée opératoire qui passe de 155 à 191 minutes avec un interne au bloc, ce qui fait une différence de 35 minutes. Ensuite, on a évalué pour chaque type de grande intervention du rachis quelle était, avec l'expérience, si vous estimiez autonome ou pas, autonome seul, avec un senior pour une supervision active, passive, ou seulement autonome pour certains temps de la chirurgie. Alors, ce qui ressort pour les arthrodèses cervicales antérieures, c'est qu'il y a seulement 29% des internes et des chefs de clinique qui s'estiment autonomes, avec un peu plus de 50% autonomes soit seuls, soit avec une supervision passive d'un senior, avec quand même là encore une différence entre interne et CCA, avec seulement 11% des internes qui s'estiment autonomes et 70% des CCA qui s'estiment autonomes. Ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est qu'avec l'expérience, il y a une diminution du temps opératoire, une diminution des pertes sanguines, qu'on n'a pas moins de complications quand on est plus expérimenté, et que par contre, il y a une augmentation du taux de fusion sur les arthrodèses dans l'étude que je cite. Ensuite, pour le recalibrage, vous vous estimez beaucoup plus autonome, avec 48% des internes et chefs de clinique qui s'estiment autonomes seuls pour réaliser ce type d'intervention, et 70% si on ajoute la supervision passive du senior, et 95% des assistants qui s'estiment autonomes pour cette intervention. Alors les études que j'ai utilisées pour justifier sont surtout des études réalisées avec le mini-invasif. Donc on retrouve une diminution du temps opératoire, des durées de séjour qui peuvent être diminuées avec l'expérience selon les études, pas moins de complications avec une des deux études où il y avait peut-être un peu plus de complications, mais en globalité c'est pas ce qui ressort, et des scores fonctionnels relativement identiques, et pas plus de reprises pour les premiers cas réalisés par les chirurgiens juniors. Ensuite, on a évalué la TELIF, qui est une intervention qui est beaucoup moins bien maîtrisée par les internes, avec seulement 25% des internes et des chefs de clinique qui s'estiment autonomes pour réaliser une TELIF, avec là encore une différence entre internes et CCA, avec des internes qui s'estiment autonomes pour seulement 7% et 60% pour les CCA. Donc ce qui ressort dans la littérature, c'est encore un petit peu la même chose, avec une diminution de la durée opératoire, une diminution des pertes sanguines. Il n'y a pas de relation avec le taux de pseudarthrodèse, pas de relation avec le taux de complications, pas de différence non plus sur les scores fonctionnels et le taux de reprise. Il y a une étude dans la littérature qui évalue la sécurité de la pose de vis pédiculaire et de TELIF pour un interne de neurochirurgie militaire, 95% de bonne position des implants pour les 28 cas réalisés, pas de brèche durale, pas de reprise pour les 3 vis qui étaient mal positionnées car pas symptomatiques. Ensuite, l'intervention qui reste la moins maîtrisée par les internes et les chefs de clinique, c'est l'ALIF avec seulement 16% des jeunes chirurgiens qui s'estiment autonomes pour cette intervention, 40% des CCA seulement et 5% des internes. Il n'y a pas d'études sur le sujet. Ensuite, on vous a posé la question, quand avez-vous réalisé votre première visée pédiculaire? Alors pour les juniors, vous avez réalisé votre première visée pédiculaire en moyenne au bout de 2,7 semestres, avec un tiers des juniors qui ont réalisé leur première visée pédiculaire en premier semestre et plus de 50% entre premier et deuxième semestre. Pour les seniors, c'est un petit peu différent, avec une moyenne à 4,9 semestres. Le taux le plus élevé, c'est en troisième semestre pour 17% d'entre vous, et quand même 9% qui ont réalisé leur première visée pédiculaire en 10e semestre. Pour comparer tout ça, on a posé la question aux seniors, quand laisseriez-vous vos internes mettre leur première vis pédiculaire? Et ça correspond à peu près aux réponses des juniors, puisqu'on a une moyenne à 3,3 semestres
et que 42% des seniors laissent leurs internes mettre leur première vis pédiculaire en premier et second semestre. Donc ça, c'est une étude qui évalue la courbe d'apprentissage de la visée pédiculaire pour des visées thoracolombaires à main levée, sans repérage, sans aide radioscopique ni guidage scanographique. C'est fait avec une analyse qui utilise des scores cumulatifs qui sont utilisés dans l'industrie et qui estime que pour avoir un positionnement acceptable de vis, c'est-à-dire strictement intrapédiculaire ou avec une effraction corticale de moins de 2 mm, il faut avoir posé 115 vis. Et il considère dans cette étude un taux de vis comme un taux d'erreur acceptable à 10% et un taux d'erreur non acceptable à 20%. Ensuite, on vous a posé la question, quel type de courbe d'apprentissage pensez-vous avoir? Alors pour les seniors, c'est assez homogène, avec des courbes presque autant par exponentielle, linéaire et palier, avec quand même une prédominance du palier, alors que pour les internes, on s'estime surtout apprendre par palier pour 70% d'entre nous. Pour conclure, un tiers des CCA et des internes seulement s'estiment autonomes au bloc opératoire. 70% d'entre nous s'estiment pouvoir réaliser seul ou avec une supervision passive une synthèse percutanée ou un recalibrage, qui sont des interventions visiblement relativement bien maîtrisées, alors que seulement 26 et 39% sont autonomes pour les ALIF et les TELIF. On n'a pas de diminution du taux de complications avec l'expérience qui ressort dans la littérature, ni plus de complications pour les malades avec la présence d'un interne au bloc. Donc finalement, ce qu'on peut conclure, c'est qu'il y a des types d'interventions qui sont plutôt bien maîtrisés par les jeunes chirurgiens, d'autres un peu moins, et qu'on peut éventuellement, au vu de ce qu'on retrouve dans la littérature, peut-être accentuer la formation, notamment pour les ALIF, les TELIF, dans une moindre mesure les arthrodèses cervicales antérieures. Je vais laisser la parole à Maxime. Bonjour à tous. Comme l'ont montré de nombreux précédents exposés, la chirurgie mini-invasive offre de multiples avantages, mais au prix de techniques parfois difficiles sur le plan technique et exigeantes. Alors comment percevons-nous ces techniques et notre formation à ces nouvelles techniques? Alors on remarque dans les résultats du questionnaire que plus d'un interne sur deux n'ont jamais pratiqué la chirurgie mini-invasive. Certaines opérations en percutanée comme la kyphoplastie, elles, semblent plus rapidement acquises, avec 44% d'internes s'estimant parfaitement autonomes sur la kyphoplastie. Nous nous sommes ensuite focalisés sur une intervention clé, la chirurgie de hernie discale lombaire. Il est intéressant de voir et de comparer les résultats pour la hernie discale en mini-invasif à gauche de l'écran et en open à droite de l'écran. Ainsi, 54% des internes s'estiment non capables de réaliser cette intervention en mini-invasif. À l'opposé, lorsqu'il s'agit de l'intervention en open, eh bien, ce taux de 54% s'effondre à 20%, et on a beaucoup plus de réponses qui tendent vers le oui de manière totalement autonome ou avec supervision active ou passive d'un senior. Du point de vue des CCA et assistants, on voit que durant leur internat, globalement tous ont eu accès à la chirurgie mini-invasive. Mais si on y regarde de plus près, eh bien, un CCA sur deux, durant son internat, aura juste vu, mais non pratiqué, la chirurgie mini-invasive. Les résultats sur cette même question donc de dissectomie lombaire est intéressante. En effet, en open, on voit que l'immense majorité des CCA se sent capables d'effectuer ce geste en parfaite autonomie. Par contre, en mini-invasif, eh bien seulement un CCA sur 3 s'estime capable de faire une dissectomie mini-invasive de manière totalement autonome. 55% auront besoin d'une aide d'un senior plus expérimenté et 15% de non. Ensuite, nous nous sommes intéressés à notre formation en chirurgie naviguée, qui offre de multiples avantages, que ce soit pour faciliter le positionnement des implants, notamment dans certains cas de déformation et de vissage difficile. Alors comment sommes-nous formés à la navigation? Donc, du point de vue des internes, donc à notre niveau, un interne sur 3 n'a jamais eu accès à un système de navigation type OARM.
Pour le reste, donc 65% des internes ont pu pratiquer de manière occasionnelle ou confirmée la chirurgie naviguée. Ainsi, une ostéosynthèse percutanée par navigation 3D ne fait pas tellement peur et 73% des internes ont répondu qu'ils étaient capables de réaliser cette intervention de manière totalement autonome ou avec seulement une supervision passive d'un senior. Du point de vue des CCA, on voit que, comme pour le mini-invasif, la quasi-totalité des répondants ont eu accès à l'OARM pendant leur formation et avec un niveau de pratique similaire aux internes actuels de 70%. 85% des CCA réalisent donc une ostéosynthèse percutanée sous OARM sans aide. Nous avons ensuite sollicité également les seniors sur leur point de vue sur ces deux points. Ainsi, 49%, donc un senior sur deux, ne possède pas de système de navigation. Et sur la formation, 56% des seniors estiment former leurs internes à la chirurgie naviguée ou à la chirurgie mini-invasive. Ce qui est intéressant, c'est que 61% des seniors seraient prêts à laisser faire l'interne pour la chirurgie mini-invasive, ce qui contraste un petit peu avec le sentiment des internes de ne pas être à l'aise avec ces techniques. Et ce qui est vrai, c'est que c'est plus difficile de laisser faire au vu parfois de la taille de l'incision. Plusieurs papiers se sont intéressés également au sujet, mettant parfois en évidence des programmes de formation basés sur le training ex vivo avant de réaliser une première chirurgie sur un vrai balade, mais qui amènent les deux contraintes principales que sont l'accès et le financement. Sur cet article qui avait évalué le vissage pédiculaire navigué, on retrouvait que grâce à la navigation, on retrouvait un taux de 98% de vis bien placés. Et, chose intéressante, il n'y avait pas de différence significative entre les vis de l'interne et les vis du senior. Ici, dans cet article, on montrait que la limite pour la transmission de ces techniques exigeantes était également le temps et le coût d'occupation d'une salle de bloc opératoire. Et comme on l'a vu précédemment, l'intervention pouvait être plus longue si le senior laissait faire l'interne. Et enfin, pour revenir à la navigation, on peut également la voir comme une arme à double tranchant. En effet, sur cette étude qui a questionné une population d'internes sur ce sujet, la visée pédiculaire naviguée était très populaire, mais que chez les internes qui avaient été formés à ces techniques, eh bien, il y avait une très nette réticence ensuite à envisager la visée pédiculaire à main levée. Donc, avec le risque de dépendance technologique lié à ça. Donc, pour la chirurgie mini-invasive, toutes ces limites entraînent un probable retard d'apprentissage pour les internes, confirmé par les résultats de notre questionnaire qui montrent donc 86% d'accès au mini-invasif, mais 54% jamais pratiqué. Donc l'intérêt des workshops en Cadaver Lab est indéniable, mais limité par que ce soit le financement ou plus récemment par la crise sanitaire que nous passons, qui a entraîné la fermeture de plusieurs labos d'ANAT. En conclusion, la navigation est globalement accessible et un interne se sent rapidement capable d'effectuer une procédure naviguée. En mini-invasif, la formation n'est peut-être pas optimale devant la difficulté technique, y compris pour les CCA et assistants. Sur tous ces résultats, il n'y avait pas de disparité entre orthopédistes et neurochirurgiens. Bonjour, donc moi je vais traiter de la troisième partie de ce symposium qu'on a intitulé la chirurgie mais pas que. Le premier point auquel on s'est intéressé, c'est le futur des internes, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont au moins un poste prévu après l'internat. Et à ce jour, un tiers des internes qui ont répondu n'ont pas de vision de leur post-internat, ce qui est lié au fait qu'on avait presque 50% d'internes en début de cursus. Si on s'intéresse à la répartition entre neurochirurgie et orthopédie, on se rend compte qu'il y a quelques disparités avec une plus grande proportion d'internes en neurochirurgie qui n'a pas de vision de son futur poste d'assistant ou de chef de clinique. Par contre, si on s'intéresse aux internes en fin de formation, c'est-à-dire dans les 2 dernières années d'internat, sur 20 répondants, on a quand même 4 internes qui n'avaient pas de post-internat acquis.
Si on s'intéresse aux modalités d'exercice souhaitées dans le futur, on a une répartition homogène entre le privé, le public ou une carrière partagée, et un peu plus de 20% des répondants désiraient poursuivre sur une carrière universitaire. Si on s'intéresse entre la répartition entre neurochirurgie et orthopédie, là on a des différences, et on peut voir que près de la moitié des internes en neurochirurgie souhaiteraient poursuivre sur une carrière universitaire, quand seulement 2 internes en neurochirurgie pour une carrière universitaire et 2 internes en orthopédie, alors qu'en orthopédie, ce qui est le plus privilégié serait une carrière partagée entre privé et public. Ceci est corrélé à l'étude menée par le Conseil national des jeunes chirurgiens en 2019, qui avait soumis un questionnaire à l'ensemble des spécialités chirurgicales, et on retrouvait 18% des internes sondés qui désiraient réaliser une carrière universitaire, tandis que entre carrière privée et publique, la répartition était assez homogène. On s'est ensuite intéressé à l'activité scientifique des internes et des chefs de clinique assistants. En ce qui concerne les communications orales, on a une moyenne d'environ 2 communications orales pour les internes en cours de formation, ce qui est lié au fait que 45% des répondants n'avaient encore pas communiqué, alors qu'on voit par le biais des chefs de clinique et assistants qu'on arrive à une moyenne d'environ 4 communications orales en fin d'internat. Sur notre analyse, il n'y avait pas de différence entre neurochirurgiens et orthopédistes. Toujours cette étude du Conseil national des jeunes chirurgiens qui montrait que 59% des internes répondants avaient déjà communiqué, et on voit que plus on avance dans notre cursus et plus on publie, et plus on communique en Europe et à l'international. En ce qui concerne le nombre de publications, les chiffres sont assez similaires, avec une moyenne de 2 pour les internes ayant répondu, 43% qui n'avaient pas encore publié, et une moyenne qui augmentait pour les internes des 2 dernières années d'internat, avec toujours pas de différence entre neurochirurgiens et orthopédistes. Toujours cette étude du Conseil national des jeunes chirurgiens qui montrait qu'un interne en moyenne publiait 1 papier, 3 papiers pour les assistants et 6 pour les chefs de clinique, avec une répartition sur les rangs des revues scientifiques, avec plus de la moitié des papiers publiés qui étaient dans des revues de rang A, B ou C, avec des chirurgiens juniors qui étaient en majorité en premier et deuxième auteur. Dernier point de cette activité scientifique qui concerne le nombre de participations à un congrès. On a vu tout à l'heure une moyenne de 1,2, une petite différence entre neurochirurgiens et orthopédistes en ce qui concerne les internes, alors que les assistants et chefs de clinique participent en moyenne à 2 congrès par an. Les DU, on a vu qu'en moyenne, durant son cursus, on faisait 2 DU. Nous, on s'est intéressé aussi à savoir est-ce que les jeunes chirurgiens trouvaient que l'information était suffisante sur ces DU, et notamment le DU du rachis, puisque c'est celui qui nous intéresse le plus. Et on voit que 45% presque considèrent que cette information est insuffisante. Donc il est important de renforcer cette information, notamment par le biais de la JCR, et c'est un des points qui nous intéressera dans l'année à venir. Donc on s'est intéressé à la JCR et la SFCR, notamment la SFCR Junior. On a posé la question aux internes et chefs de clinique assistants s'ils étaient membres de ces 2 sociétés. Et on voit que seule la moitié des répondants étaient membres, avec certains qui ne savaient même pas que ceci existait. Ensuite, on a pris exemple sur les jeunes arthroscopeurs qui réalisent 1 fois par an une journée de formation au Val-de-Grâce, et on a demandé aux internes et assistants s'ils étaient intéressés, si jamais on organisait une journée de ce type, et on est quand même content de voir que 90% des répondants ont déclaré qu'ils étaient partants. Donc du coup, on a mis sur pied cette journée qui aura lieu, si le coronavirus le veut bien, le 20 mars 2021 à Paris, avec un programme qui est en cours de finalisation. Un point sur lequel on essaye d'appuyer en ce moment avec la JCR, c'est les réseaux sociaux, en essayant de développer l'information en ce qui concerne les formations, les congrès, etc. Et on peut voir que même si tous les internes ne sont pas adhérents à la JCR, ils sont quand même de plus en plus nombreux à suivre les différentes pages, que ce soit Facebook, LinkedIn ou autre. Donc on a intitulé cette partie « La chirurgie mais pas que ». La vie d'un interne, c'est l'hôpital, mais aussi la vie privée. Donc on a posé la question à savoir si au niveau de la vie personnelle des internes, comment ils s'organisaient entre guillemets, et on peut voir que plus de la moitié en vert là, des internes ont laissé passer leur vie personnelle après leur vie hospitalière. Et en ce qui concerne les loisirs, il y a quand même une grande proportion d'internes qui a mis ces activités entre parenthèses, qui continuent tout de même à sortir.
Un point qu'on n'a pas analysé dans notre étude, mais c'est un article qu'on a retrouvé, qui conciliait le syndrome de burn-out chez les internes en chirurgie orthopédique. Ça n'a pas été analysé chez les neurochirurgiens. Donc c'est une enquête nationale qui a été publiée en 2018. Et les résultats sont quand même assez effarants, puisqu'on voit qu'il y a presque 30% des internes qui ont un épuisement émotionnel pathologique, 30% des internes qui ont un accomplissement personnel pathologique, avec le GHQ qui est un score d'évaluation de la dépression qui est pathologique chez 40% d'entre nous. Autre réponse effarante, c'est aussi l'évaluation de la satisfaction au travail. On a demandé si les internes auraient recommandé à leurs enfants ou à leurs proches de faire de la chirurgie orthopédique. Et il y a seulement 32% d'entre eux qui seraient partants. C'est quand même pas beaucoup. On a aussi 10% des internes répondants qui présentaient des idées suicidaires l'année précédente. Si on analyse les facteurs associés au burn-out, c'est le dernier point intéressant de cette étude, mais on voit que le fait d'avoir réalisé une erreur médicale au cours des 3 derniers mois ou d'avoir un score de dépression pathologique, c'est des facteurs de risque de burn-out, alors que le sexe masculin est un facteur protecteur. En conclusion, les points principaux de cette partie, on voit qu'il y a une répartition homogène dans le souhait de carrière future des internes, en public, privé et aussi une carrière universitaire. L'activité scientifique, c'est une part non négligeable de la formation de l'interne et il ne faut pas la laisser de côté. Je pense qu'il faut renforcer l'information, notamment sur le DU du Rachis, et avoir une vie équilibrée, il y a l'hôpital, mais aussi la vie privée. Donc Stéphane Wolf, je remercie Jean Mebloum de m'avoir convié à donner ma petite opinion de la formation des internes. J'en ai formé un certain nombre. Il a mis avis des seniors avec une petite malice coutumière. Ça me chagrine un peu, mais c'est sympa. Et voilà, j'avance. Donc, la transmission de notre savoir, c'est un devoir pour nous. C'est un devoir pour les seniors. C'est une chance. Et nous avons dans notre service à Saint-Joseph de la chance d'avoir des internes, beaucoup très expérimentés, parfois des internes jeunes. Et ces internes, ils nous apportent autant qu'on essaye de leur apporter, il faut le savoir. On a tous dans notre cursus des personnalités qui nous ont marqués. C'est cette transmission intergénérationnelle qui nous fait avancer. La transmission de la chirurgie mini-invasive, c'est le centre de mon petit topo. C'est pas facile à faire. Pourquoi ? Parce que la voix d'abord est confidentielle. Il faut apprendre ça. C'est pas facile. Il faut d'abord être convaincu. J'ai mis, il faut y croire fort. Il faut savoir que beaucoup de services en France ne sont pas encore convaincus par ça. Donc pourquoi ils vont aller s'équiper de matériaux coûteux, difficiles ? Il faut râler pour avoir tout ce qu'il faut, pour avoir le dernier microscope, pour avoir la navigation. C'est fastidieux ça. Donc pour faire cette chirurgie mini-invasive, il faut faire un effort d'équipement considérable qui n'est pas facile à réaliser en France en ce moment. Il faut avoir, je crois, la navigation qui a transformé l'apprentissage de cette chirurgie. Il faut avoir des instrumentations bien complètes avec des écarteurs dédiés. On ne peut pas faire ça à moitié avec des écarteurs non dédiés. Il faut avoir des microscopes et il faut avoir des bons microscopes. Si on veut bien montrer, il faut que la vision soit partagée. Et il faut que les internes apprennent à se servir des microscopes, ce qui est courant chez les neurochirurgiens, moins courant chez les orthopédistes, qu'on essaye d'entraîner à ça. Et ça change complètement la vision des choses et c'est extrêmement précieux. Moi, je milite depuis longtemps pour qu'il y ait une valence commune pour les chirurgiens du rachis. Je crois que c'est un des enjeux de l'avenir de l'enseignement, c'est qu'il y ait au moins un tronc commun, une valence commune, comme ça existe dans d'autres pays, peut-être des stages communs pour les neurochirurgiens et pour les orthopédistes. C'est un peu l'idée de la SFCR, à mon avis, et c'est l'idée qu'on devra avoir, c'est votre vision que vous devez avoir de l'enseignement futur. Il faut avoir d'autres choses, comme de la lumière froide, parce que tout le monde n'est pas équipé de lunettes, il faut des lumières froides, et les lunettes, c'est ce qu'il y a de... c'est souvent très utile également, ça remplace souvent le microscope, c'est des lunettes spéciales, lunettes loupe. Alors ça a un coût, et c'est plus difficile à acquérir.
là, vous avez quelques internes. Enfin, maintenant, Guillaume, qui est devenu un chirurgien, Ibrahim, que j'ai accueilli pendant 1 an. Et je leur ai tous montré cette chirurgie et développé. Alors, comment faire? Moi, je crois qu'en chirurgie mini-invasive, comme dans les autres chirurgies, il faut qu'il y ait une transmission progressive, un compagnonnage à la carte, en fonction de l'avancement des internes. Chaque interne arrive avec un stade différent. Il y en a qui sont très avancés, d'autres qui vont mettre plus de temps. Moi, j'ai aucun doute. Le but, c'est de former tout le monde. Une bonne technique doit être une technique, à mon avis, qui est reproductible par à peu près tout le monde. Je ne pense pas être plus habile que d'autres. Et je crois qu'il faut arriver à standardiser les techniques, à les apprendre, de façon que tout le monde puisse le faire. Le compagnonnage est quelque chose d'incroyablement important. Il doit être très attentif, adapté à chacun. On va faire le long du cursus montrer progressivement jusqu'à laisser complètement les manettes durant l'intervention. C'est l'idée. Il faut y passer du temps, de l'énergie, il faut avoir la volonté de ça. Alors de l'autre côté, il y a l'effort des internes. Nous, on fait nos efforts. Alors il faut prendre des notes, bien tout retenir. Il faut évidemment comprendre. Vous êtes des internes intelligents, mais il faut que tout soit appris avec la compréhension et jamais par cœur. Là où il y a des services où on essaye d'imposer des normes, des raisonnements sans réfléchir, à mon avis, c'est pas bon. Il faut faire l'effort d'apprendre ces techniques micro-invasives et savoir se servir d'un microscope et toutes ces techniques nouvelles. Savoir être présent lors des phases d'organisation, parce que, à mon avis, la chirurgie, maintenant, il y a 70%, c'est l'organisation du bloc, tout mettre en place et le réglage des machines. Et presque 30%, c'est de la chirurgie. Il y a de plus en plus de parts qui est non opératoire. Quand on fait du percutané avec un WARM, avec du longitude, il y a très peu de temps de chirurgie finalement. Il faut bien connaître le matériel. On voit de temps en temps des internes qui ne connaissent pas. Il faut connaître tous les modes d'emploi et s'y préparer. Alors, quelques recommandations. Alors, on est toujours dans une courbe d'apprentissage, voire learning curve. Moi, je pense que je suis toujours dans ma phase d'apprentissage. La chance de notre métier, c'est qu'on va rester jusqu'à la fin dans notre courbe d'apprentissage. Il faut toujours se remettre en question. Il faut aller chercher la technique où elle se trouve. Et j'ai ce souvenir d'avoir été à côté de la frontière franco-allemande, voir Caspar, neurochirurgien, qui a révolutionné en Europe les techniques de chirurgie, les arthrodèses, les abords mini-invasifs. Et j'y étais, personne ne m'a dit d'aller là, parce que j'avais lu que lui faisait ça. Donc il faut savoir se déplacer. Ce qui m'a été possible dans ma carrière, financé par l'industrie. Esculap m'a permis d'aller voir Caspar. J'ai appris la thoracoscopie avec l'aide de Stryker et Medtronic m'a aidé pour le mini-invasif. Et ces sociétés, je ne sais pas si ça sera si facile. Il y a sûrement des choses à négocier pour qu'elles puissent toujours financer les choses. Je ne sais pas si l'enseignement est aussi bien financé actuellement. Et puis, il faut toujours se rappeler qu'il y a beaucoup plus de choses inconnues que vous avez à découvrir que de choses qui sont certaines et connues. Donc, vous avez de beaux jours devant vous pour la réflexion et le progrès. Voilà ce que je voulais vous dire. En vous remerciant. Alors moi, je suis Alexandre Poignard et je remercie également Jean de m'avoir invité à ce petit symposium. Alors, en qualité de senior, mais je ne me suis absolument pas offusqué parce que finalement, je suis peut-être le senior pour certains, mais je reste le junior pour d'autres, pour tous mes maîtres en tout cas. Je suis un junior et j'espère devenir un senior pour certains d'entre vous, en tout cas un jour. Et ça m'intéresse beaucoup de parler de ce sujet parce que j'ai un cursus un peu particulier. J'ai passé pas mal d'années à l'hôpital public. Je suis allé loin dans mon cursus universitaire et j'avais toujours eu la volonté d'apprendre à mes internes à opérer. Et aujourd'hui, j'ai passé de l'autre côté, je suis dans une structure libérale. J'ai perdu ça pour le moment. J'espère bien le retrouver parce que j'ai besoin d'avoir un agrément que pour l'instant on n'a pas voulu m'attribuer, mais le jour où je l'aurai, j'espère bien récupérer des internes volontaires pour venir. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que dans les statistiques,
les internes sont intéressés pour venir dans le libéral pour apprendre et dès que je pourrai, je serai ravi de pouvoir les accueillir. Donc l'enseignement, je me suis permis de faire vraiment très court, mais il y a deux parties, il y a l'enseignement théorique, l'enseignement pratique. Et l'enseignement théorique, j'ai trouvé qu'on n'avait pas assez insisté sur ça, c'est le moment privilégié du staff normalement. Et dans le service où je travaillais, ce staff était vraiment un moment où on se retrouvait avec toutes les équipes, les internes, les PH, les chefs, les PU, et on échangeait sur les dossiers. Alors sur les dossiers certes de préparation de bloc, mais c'était pas ça le fond du problème, c'est que chaque dossier était discuté dans son indication, et c'est quand même la base déjà de notre métier de chirurgien, c'est trouver la bonne chirurgie à faire pour pouvoir bien soigner le patient. Et ça, c'est un moment d'enseignement théorique qui est très convivial et qui est fondamental pour l'enseignement des jeunes chirurgiens et qui leur servira toute une vie. Et il y a des échanges de staff qui restent gravés dans la mémoire et qui nous aident ensuite dans notre pratique future. Et puis il y a la deuxième partie, c'est l'enseignement au bloc opératoire, parce qu'on est quand même, on a un métier manuel, faut bien le reconnaître. Certes, il est intellectuel avant, mais il est manuel pendant. Et donc ce côté manuel, il n'y a qu'un moyen, c'est de le pratiquer. Donc vous voyez que sans se concerter avec Stéphane, on a trouvé le même mot, c'est le compagnonnage, c'est vraiment le plus important. Et il se fait vraiment à tout moment de la vie hospitalière. Il peut se faire dans le cadre d'une consultation, il peut se faire au bloc opératoire évidemment, mais il peut se faire à tout moment. Et donc vraiment ce compagnonnage, il est très important. Et la consultation, c'est aussi un moment où on apprend. On apprend déjà à faire un diagnostic, parce qu'avant d'opérer un malade, il faut trouver pourquoi il a mal et ce qu'on peut lui apporter. Et ce moment du diagnostic, il n'y a que la consultation. Et donc je regrette que souvent, l'interne n'a pas souvent suffisamment accès à la consultation, ou alors trop rapidement autonome et tout seul, et il est obligé de courir dans la salle à côté en disant « je ne comprends pas, est-ce que tu peux venir ?» et il est obligé d'aller chercher un chef, c'est pas toujours facile, alors qu'il faudrait pouvoir libérer du temps dans l'emploi du temps d'un interne pour qu'il vienne à la consultation. Et l'idéal, c'est qu'il voit le malade, il l'accueille, il l'examine, il fait sa démarche diagnostique, voire thérapeutique, et puis après, le senior, il arrive et il fait « alors raconte-moi, qu'est-ce que tu as trouvé, qu'est-ce que tu en penses, et qu'est-ce que tu en as conclu ?» Alors c'est comme pour toutes les étapes, c'est du temps. Et le temps, il est nécessaire. Alors on l'a vu dans les statistiques, au bloc opératoire, visiblement quand on fait opérer un interne, c'est un petit peu plus long. Mais on ne peut pas faire autrement. Et ce temps-là, finalement, ce n'est pas une perte de temps, c'est un gain pour l'avenir. Et ce compagnonnage, on a vu, aujourd'hui, honnêtement, j'ai pas mal croisé de chirurgiens, et je trouve que globalement, ils sont quand même vachement bien formés. Et j'aimerais bien que ça continue comme ça. Et ce qui me fait plaisir, c'est de voir quand même la motivation de tous les jeunes qui continuent dans cette direction. Donc c'est les consultations, c'est aussi les réunions qu'on peut faire. Alors au staff, ou organiser d'autres réunions, il faut essayer d'inciter à lire, parce que lire, c'est s'ouvrir vers l'extérieur, et s'ouvrir vers l'extérieur, c'est apprendre encore davantage, c'est découvrir, c'est garder de la curiosité, et c'est justement aller vers l'innovation, et ne pas reculer en disant « je suis en train de sortir de ma zone de confort, parce que là, on est en train de me parler d'une nouvelle technique que je ne connais pas, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Non, si on lit, on découvre que les autres, ils réfléchissent et ils essayent de mettre au point de nouvelles techniques pour encore progresser. Ça doit nous interpeller. Donc, des petites séances de bibliographie ou des mises au point, on fait travailler l'interne, il lit, on les lit aussi, on échange. Et c'est bon pour tout le monde, parce que même le senior, quand il voit des jeunes qui arrivent, qui ont été dans d'autres services, il dit « ah là-bas, il fait comme ça », ça interpelle, on dit « ah oui, c'est intéressant, il faudrait quand même que je me renseigne ». Et là, il m'a apporté tout de suite quelque chose. Donc c'est encore une fois un échange, compagnonnage, mais échange, et ça c'est fondamental. Et puis, on en a parlé, les journées sur essai, sur sujet anatomique, ça me paraît quand même être très important, parce qu'il y a des choses où il faut aller un petit peu tester dans des conditions particulières, certes, mais ça permet de se mettre un petit peu la main à la pâte. On a besoin de l'industrie pour organiser tous ces workshops, donc j'espère que les réglementations qui se mettent en place ne vont pas nous limiter. Malheureusement, ça a l'air d'en prendre le chemin, mais il faudrait vraiment lutter, continuer de lutter contre ça, parce que c'est vraiment très important de pouvoir continuer à travailler un petit peu avant pour pouvoir aller sur le vivant en ayant quand même un minimum de formation. Bien évidemment, on met beaucoup d'espoir. Moi, je mets beaucoup d'espoir dans la simulation. La simulation, parce que ça va permettre de prendre confiance, d'avoir déjà analysé une situation complexe
avant de le faire sur le vivant. Et aujourd'hui, avec les progrès technologiques, on voit bien que ça peut nous aider. Voilà, mais quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, il va falloir mettre les gants et puis les mains dans le cambouis. Et comme disaient certains de mes maîtres avant, il va falloir un petit peu bidocher, hein, parce que sinon, on ne va pas progresser. Et donc, la question qui se pose, c'est, moi je me pose la question, est-ce que je pouvais tout laisser faire à un interne? Et la réponse, au fond, elle est oui. Elle est oui, à condition qu'on ait le temps de le faire. Et puis, évidemment, ça dépend aussi du temps, s'il est avancé dans son cursus ou pas, l'interne avec qui vous travaillez. Mais je pense qu'on peut tout faire. C'est comme le vélo. Finalement, si on l'apprend tranquillement, tout le monde arrive à faire du vélo. Hein. Alors, au début, on court à côté de son enfant quand on lui apprend à faire du vélo. Puis après, on lui tient que l'épaule. Puis après, on continue à courir à côté, mais il pédale tout seul. Puis à un moment, on le voit partir, il pédale bien, et puis un jour on fait du vélo à côté de lui, et puis un jour c'est lui qui nous largue parce qu'il est venu beaucoup plus fort que nous. Et ça, c'est l'évolution normale de l'apprentissage. On est à côté au début, puis après on est largué, et c'est vraiment le moment de s'arrêter. Donc, est-ce qu'on peut tout faire? Oui. Ceux qui m'ont connu à l'époque où j'étais à l'hôpital savaient que je laissais beaucoup opérer mes internes. Alors j'avais la chance de faire une chirurgie qui, pour certaines, permettait plus facilement de laisser la main, en tout cas au début, et de tester le niveau de l'interne et de voir jusqu'où il pouvait aller. Puis après, je suis un grand défenseur et partisan de la voie antérieure pour tout abord chirurgical lombaire, et faire une ALIF à un interne, ce n'était pas un problème, à condition que j'ai pu l'accompagner suffisamment longtemps pour pouvoir lui faire passer toutes les étapes qui me paraissent nécessaires. Et apprendre, pour moi, c'est voir, faire, parce que quand on fait, on se rend compte des difficultés. Revoir pour comprendre pourquoi, sur un point particulier, j'avais des difficultés et pourquoi celui qui m'apprend, il a moins de difficultés. Puis après, refaire, et puis ça, on peut le répéter à l'infini. Et avec cette méthode-là, je pense qu'on peut aller très très loin dans l'apprentissage et permettre comme ça à tout le monde d'apprendre. Et au fond, je pense qu'il y a personne qui ne peut pas être un bon chirurgien s'il prend le temps et s'il est bien accompagné. Chacun ira à sa vitesse, il y en a qui iront plus vite que d'autres, mais au final, on y arrivera tous. Et ce qui m'a réjoui dans les statistiques qu'on a pu voir, c'est que quand vous arrivez en fin d'internat, quand vous êtes chef de clinique, vous êtes conscient des limites. Et à partir du moment où on est conscient de ces limites, on sait ce qu'on peut faire, on sait quand on doit être accompagné, et on voit bien que les complications ne sont pas plus fréquentes. Et ça va faire de vous des bons chirurgiens. Voilà. Alors n'oubliez pas un point important, et moi j'ai été effaré aussi par les chiffres, la vie privée, elle est fondamentale. Quand on est bien dans sa tête, on est forcément meilleur au travail. Voilà ce que j'avais à vous dire. Une rapide conclusion, parce qu'on a un petit peu dépassé. Donc, on l'a déjà dit et redit, l'année 2020 a été marquée par le coronavirus et puis par l'arrêt complet des subventions par l'industrie pour les internes. Ça a eu comme conséquence l'arrêt de la prise en charge des formations et pour l'accompagnement des congrès. On remercie la SFCR d'avoir permis aux jeunes d'être là cette année. Mais ce système n'est pas pérenne, il faudra trouver des solutions. Actuellement, il n'y a aucune avancée avec le gouvernement, mais on compte sur nos sociétés mères pour nous aider dans ces démarches. Un autre point, c'est les nouvelles technologies. Donc, on a vu les bienfaits de la navigation, on en est tous convaincus. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on y réfléchisse sur les méthodes d'apprentissage. Moi, je la compare au radar de recul. Quand on y a goûté, c'est un luxe incontestable. Le souci, c'est quand la machine est en panne, si on n'a jamais appris avec une vis pelliculaire sans, il faudra quand même trouver des solutions. Et enfin, ce que je retiens de plus important de ce travail, c'est longtemps dans mon internat, j'ai entendu dire que les internes ne savaient plus ce que c'était. Mais quand on pose la question aux seniors, il y a quand même 43% qui trouvent que les internes aujourd'hui sont mieux formés et 40% qui sont aussi bien formés qu'eux. Donc je pense que c'est quelque chose de très encourageant. Je remercie toute l'équipe pour ce travail et on vous attend le 20 mars à Saint-Joseph.